Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Furia Liga, c'est Maxi et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Javier Tebas, donc le président de la Liga. Alors pourquoi parler de lui? C'est quelqu'un qui est très présent sur la sphère médiatique ces derniers temps, notamment avec l'affaire Neymar et ses accusations contre le PSG. Et pourquoi faire une vidéo? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'inexactitudes ou de choses fausses qui sont dites à son sujet. Et le but de cette vidéo est un peu de vous faire comprendre sa démarche, sa vision du foot et les raisons de ces accusations contre le PSG. Voilà, le but de cette vidéo n'est pas de faire un jugement contre Tebas, même si parfois on sera obligé d'avoir un petit jugement de valeur, mais vraiment de faire comprendre sa démarche globale. Voilà, comment il voit sa vision du foot, qu'est-ce qu'il veut pour le foot espagnol, qu'est-ce qu'il a fait depuis sa nomination, voilà, tout ce genre de choses qui vont un peu nous aider à comprendre pourquoi il tient ses propos sur le PSG, sur le fair play financier et tout ça. Donc à la base, qui est Tebas? Donc Tebas, à la base, c'est un avocat qui a surtout fait carrière en politique et son entrée dans le foot, elle se fait au début des années 90. Donc il prend les commandes de Huesca. Donc Huesca est le club de sa région d'origine. Le club est dans les tréfonds du football espagnol et il parvient quand même à le faire monter jusqu'en Segunda B, donc la troisième division. Et il quitte le club en 98 en ayant fait plutôt du bon boulot. Et donc à partir de là, il va surtout servir un peu de conseiller dans plusieurs opérations liées à des rachats de clubs. Il va poursuivre son activité d'avocat en travaillant avec d'autres clubs. Et donc c'est en 2013 qu'il arrive à la tête de la Liga. Donc sur le papier, c'est un profil qui est idéal. C'est quelqu'un qui connaît les dirigeants du foot espagnol, c'est quelqu'un qui connaît les dessous, c'est quelqu'un qui sait comment se passer les choses en coulisses. Donc là, de ce côté-là, c'est un peu peut-être pas le candidat idéal, mais en tout cas, ouais, c'est plutôt un bon profil. Donc pour sa défense, Tebas, c'est quelqu'un qui est plutôt honnête. C'est-à-dire que dans ses interviews, il est très présent hein, dans les médias espagnols, radio, télé, presse web, etc. C'est quelqu'un qui est très honnête. Il dit toujours ce qu'il pense et donc c'est assez agréable pour les journalistes, agréable dans le sens intéressant on va dire plutôt pour les journalistes et pour les fans de foot lambda on va dire. Ensuite, il faut savoir que c'est pas quelqu'un de mauvais dans le sens où Tebas c'est vraiment quelqu'un qui aime le foot. C'est pas quelqu'un qui se sert du football comme un instrument pour gagner en pouvoir ou pour faire de la politique comme le font beaucoup. C'est quelqu'un qui veut vraiment œuvrer, ou du moins qui essaye d'œuvrer, qui pense œuvrer pour le bien du foot espagnol. Et finalement, toutes les conneries qu'il fait, toutes les erreurs qu'il peut faire, c'est plus un manque de compétences ou des erreurs ou le fruit d'une certaine expérience peut-être que des décisions qui sont orientées pour subvenir à ses désirs, on va dire. Donc dans ce sens-là, il est par exemple totalement différent de Ángel María Villar, qui était donc le désormais ex-président de la Fédération espagnole après 30 ans de pouvoir quand même, qui alors lui c'était la corruption, la corruption quoi, c'était terrible, c'est vraiment, enfin bref, c'est pas le sujet. Donc voilà, lui avait une guerre avec Villar par exemple. Dernièrement, c'était l'introduction de la technologie dans le foot. Donc en Espagne, c'est la Fédé qui gère les arbitres. Donc Villar était contre et Tebas était pour. Et voilà. Et de toute façon, les deux se sont dézingués par médias interposés plein de fois. Ça allait bien au-delà du foot. Mais bon, revenons à ce qu'a fait Tebas à la tête de la Liga. Donc en 2013, quand il arrive, il faut savoir que le championnat est en crise financière totale. C'est une situation qui est intenable. On a des clubs, énormément de clubs en déficit. On a des clubs où des joueurs avaient des retards de paiement, voire n'étaient carrément pas payés, en première division espagnole, je le rappelle. Donc voilà, son premier boulot, c'est de rassainir les clubs et de réduire drastiquement les dettes des clubs. Donc ça va passer par une sorte de DNCG très agressif. Donc en Espagne, on appelle ça le contrôle économique. Et donc voilà, les mesures qui sont prises sont extrêmement sévères, hein. Ça passe par exemple par des plafonds au niveau des salaires. Donc chaque club a une masse salariale qui est limitée en fonction de ses capacités économiques. La moindre recrue est contrôlée. Et forcément, les sanctions ensuite sont très sévères si tout n'est pas respecté. Voilà, par exemple, Elche a été relégué administrativement en deuxième division il y a 3 ans, alors que en plus c'était pour une dette
j'ai plus les chiffres en tête, mais ça devait être 2,5 millions, 3 millions d'euros, il me semble, hein. Désolé si je dis des conneries, mais voilà, en tout cas, c'était une somme qui était au niveau du foot, on va dire, assez peu élevée. Et le Sporting avait de son côté reçu une interdiction de recrutement. Donc voilà. Son administration a été très à cheval sur ça, au niveau du contrôle économique donc, et contrairement à ce qu'on peut entendre de la bouche de gens pas souvent très bien renseignés, ou qui ne font pas l'effort d'être renseignés tout simplement, l'Espagne aujourd'hui, dans le football de l'Ouest européen en tout cas, le championnat, on va dire, le plus sévère au niveau du contrôle économique des clubs. Alors c'est vrai qu'il y avait une époque, notamment à la fin des années 90, début des années 2000, où les clubs faisaient n'importe quoi, faisaient ce qu'ils voulaient. Donc c'était après la signature du premier décret des droits, de la vente des droits télé individualisés, pardon, excusez-moi. Et où effectivement, là, les clubs faisaient n'importe quoi, mais aujourd'hui, il faut vraiment comprendre que tout est contrôlé, tout est limité. Voilà, c'est plus possible de faire n'importe quoi. Et enfin, c'est même pas avec le recul, vu que ce contrôle économique est toujours en vigueur, on peut dire que c'est une réussite totale. Euh, alors, on peut être d'accord ou non sur les méthodes, hein. Là aussi, il y a des gens qui disent, par exemple, qu'il a été très sévère avec les petits clubs et qu'il n'a pas forcément, enfin, qu'il a donné pas mal de largesse aux gros clubs. Mais en tout cas, le résultat est là. Donc aujourd'hui, la dette totale des clubs de Liga avec les trésors publics est de 184 millions d'euros. Donc sur ces 20 clubs, les 20 clubs de première division doivent 184 millions d'euros au trésor public espagnol. En 2012, ils devaient 750 millions d'euros. Alors il faut préciser que c'est bien la dette avec ce qu'on appelle en Espagne Hacienda. C'est pas la dette, ça ne comprend pas les dettes avec les entités privées. Mais c'est quand même une diminution qui est drastique. Et aujourd'hui, tous les clubs de Liga sont dans le vert. Voilà, il n'y a pas de déficit, il n'y a plus d'impayés. Et on estime qu'on arrivera à un niveau de dette zéro en 2020. Donc voilà, de ce côté-là, Tebas, quand il est arrivé, bon, c'est pas lui qui est à l'origine, mais c'est le principal artisan, on va dire, du contrôle économique. Et de ce côté-là, il faut reconnaître qu'il a quand même fait du très bon boulot. Ensuite, maintenant que les finances sont saines, les clubs de Liga sont dans une santé économique plutôt bonne. D'ailleurs, à ce sujet, il faut préciser, parce que c'est une erreur que font souvent les gens. Euh, les gens font souvent la relation entre santé financière d'un club et l'argent qui est dépensé sur le mercato. Non. Tu peux dépenser, tu peux être limité sur le mercato et ne pas pouvoir dépenser plus de 5 millions par mercato, par exemple, et être dans le vert, comme tu peux dépenser 30 millions d'euros par mercato et être dans une situation économique intenable. Voilà, ça c'est une erreur que font souvent les gens qui pensent que beaucoup de petits clubs de Liga, comme Alaves par exemple, sont dans une situation financière difficile parce qu'ils ne dépensent pas énormément de millions. Non, justement, s'ils ne dépensent pas énormément de millions, c'est parce qu'ils sont très contrôlés, euh, à la fois par le dirigeant du club et à la fois par le contrôle économique de la Liga. Et voilà, donc ils ne peuvent pas dépenser plus que ce qu'ils génèrent en revenus. Et à contrario, voilà, des clubs qui dépensent. Aujourd'hui, on ne le voit plus, hein, mais on a tous vu Valence dépenser des millions et des millions et des millions à l'époque où il n'avait pas de contrôle et le club était dans une situation qui était intenable. Voilà, donc petite parenthèse fermée. Maintenant que les clubs de Liga sont sains, euh, on va arriver sur le plus gros combat de Tebas. Donc, c'est les droits télé. Alors, il faut savoir que Tebas, c'est quelqu'un qui est très complexé par la première ligue. Il faut savoir que Tebas, dès qu'il va sur un plateau télé, on lui parle du football anglais. Voilà. Pourquoi ici, nous, on peut pas mettre 15 millions. Pourquoi ici, une équipe qui joue la relégation ne peut pas mettre 15 millions sur un joueur. Pourquoi là-bas, le 18e peut battre facilement, enfin pas facilement, mais peut poser des difficultés à une équipe qui joue le titre, etc. Voilà. Donc Tebas, son but aujourd'hui, c'est de rattraper un peu ce retard avec la Première Ligue. Et c'est un retard qui est principalement, en tout cas dans la tête de Tebas, un retard économique plus que sportif. Alors il faut savoir que la Liga, alors le marché américain, donc que ce soit l'Amérique du Nord ou l'Amérique centrale et du Sud, la Liga est plutôt bien coté là-bas, on va dire. Pareil pour l'Afrique, qui reste quand même un marché moins intéressant financièrement. Et c'est surtout l'Asie. C'est surtout en Asie que la Liga a un retard incroyable par rapport à la Première Ligue. Et, euh, et c'est justement là-bas qu'il doit récupérer ce retard. C'est pour ça que finalement, quand on va parler plus tard dans cette vidéo de droits TV à l'international, ça va être principalement les droits TV au niveau asiatique, du continent asiatique, quels que soient les pays.
Alors Tebas, alors là c'est pas un avis, hein, c'est ce qu'ont prouvé les résultats finalement au fur et à mesure des années, c'est que il s'est trompé dans sa démarche, c'est-à-dire que pour mettre la Liga en avant à l'international, lui ce qu'il a fait c'est qu'il a misé au maximum sur ce duo d'ogre Real Madrid-Barça, pour développer la marque Liga. Donc il suffit de voir sur les réseaux sociaux de la Liga, sur les déclarations de Tebas, etc. La communication, en gros, c'est on a les deux meilleurs clubs du monde, on a les meilleurs joueurs du monde dans ces deux clubs, c'est génial, achetez notre spectacle. Voilà, parce qu'on ne parle même plus de sport, on parle de spectacle ou de produit. Voilà, donc plutôt que d'essayer par exemple de développer l'image d'autres clubs sur le continent asiatique, lui ce qu'il a fait c'est qu'il a encore plus misé sur ce duopole qui est déjà assez dominant au niveau national et plutôt voilà, que de mettre en avant des clubs comme le Celta ou l'Espagnol par exemple. Et donc voilà, c'est là qu'on va comprendre justement que le départ de Neymar fait très mal. Et on verra par la suite que c'est pas pour, encore une fois, pas pour des raisons sportives. Je vais citer par exemple une déclaration de Tebas justement pour appuyer ses propos. Ce qui est important pour la Liga économiquement parlant, c'est que le Real et le Barça soient au top. Voilà, donc ça vous montre un peu le raisonnement de Tebas à ce niveau-là. Et maintenant, on va voir le côté un peu contradictoire du personnage. Parce que dans le même temps, il faut savoir que Tebas s'est battu comme un fou pour que les droits TV soient un peu mieux répartis. Donc, comme vous le savez, jusqu'à peu, la vente des droits TV en Espagne est individuelle. Donc, c'est-à-dire que chaque club négocie individuellement avec les opérateurs pour vendre les droits de ses matchs. Et maintenant, la vente est depuis peu collective. Et donc, Tebas, c'est vraiment avec d'autres personnes comme Miguel Cardenal, par exemple, qui était l'ancien patron du CSD. Voilà, en tout cas, il s'est vraiment battu pour ça. Quitte à aller contre Florentino Pérez, par exemple, qui était contre. Il faut savoir que Florentino Pérez, en Espagne, c'est peut-être l'homme qui a le plus de pouvoir. Voilà, et Tebas en est bien loin. Et d'ailleurs, c'est probablement pour ça que le Real Madrid n'a pas voté pour Tebas lors des dernières élections. Et c'était un des rares clubs qui n'a pas voté pour Tebas. Donc voilà, le côté contradictoire, c'est d'un côté, tu nous dis, moi je veux que les droits soient mieux répartis, mais dans le même temps, tu ne fais rien pour éliminer ce club, ce duo tout puissant de deux clubs. Et alors là, on va entrer dans une réflexion intéressante. Il y a beaucoup de gens qui disent par exemple, le club de Liga, on va dire le club lambda qui joue le milieu de tableau, la relégation, tu lui files 15-20 millions de plus. Alors évidemment, les dirigeants ils vont se frotter les mains. C'est d'ailleurs pour ça que tu es passé à la côte, hein. Voilà, les dirigeants vont pouvoir plus facilement retenir leurs joueurs. On a vu qu'il y a plusieurs records au niveau du mercato qui ont été battus chez les petits clubs ces dernières années. Sauf qu'au final, l'écart il va se creuser encore plus parce que tu as le Real Madrid et le Barça qui vont se développer. Donc, c'est-à-dire niveau marketing, visibilité, au niveau de la fanbase qui est déjà énorme, qui va encore plus se développer. Alors que les autres ne vont pas, vont peut-être avoir des entrées d'argent un peu supérieures, mais ne vont pas avoir de perspective de développement. C'est-à-dire que euh, tous leurs revenus vont dépendre de ces droits TV et tout ce qui est marketing, voilà, marketing, droit d'image au niveau des pubs, etc. Ils vont pas pouvoir développer ces secteurs-là parce qu'ils seront totalement dans l'ombre du Real Madrid et du Barça. Donc en gros, ça va donner la courbe du Madrid et du Barça qui va augmenter énormément et l'autre va augmenter très peu, voire va stagner sur le moyen terme, avec donc des perspectives de développement très, très peu importantes. Et ce que Tebas oublie aussi de préciser, enfin oublie entre guillemets, c'est que dans le même temps, ça augmente un peu en Espagne, mais ça augmente beaucoup partout ailleurs aussi, surtout en Angleterre. Donc finalement, cette hausse des droits TV, d'accord, les clubs espagnols vont avoir peut-être 20 millions de plus dans leur budget, en Angleterre, ils vont peut-être en avoir, je dis au hasard, 50 millions de plus. Donc finalement, cette augmentation, elle est totalement relative. Donc voilà, déjà ça c'est un premier point. Ensuite, les horaires. Alors ça, les horaires, il faut savoir qu'en Espagne, c'est peut-être le domaine pour lequel Tebas est le plus critiqué. Alors par exemple, tu mets des heures à midi les dimanches, voire à 16h les samedis et maintenant à 13h aussi les samedis, pour le marché asiatique. Donc logiquement, puisque Tebas essaye de vendre à la Liga avec ces deux clubs, le Barça et le Real, tu te dis, ah bah du coup, on va beaucoup les voir jouer à midi. Donc midi en Espagne, ça donne fin d'après-midi, début de soirée sur les pays asiatiques en fonction du pays. Eh ben non, tu te tapes des matchs entre équipes de deuxième partie de tableau, de temps en temps, si tu avais un peu de chance, tu avais le droit à un Villarreal ou un petit Séville, mais c'est tout. Donc le Real Madrid et le Barça doivent jouer environ une ou deux fois par saison à ces horaires. Le Real Madrid l'a fait le week-end dernier face à Levante, mais c'est très rare. Et pareil pour les samedis à 16h.
16h, d'un point de vue français, ça peut sembler un bon horaire, mais niveau espagnol, c'est catastrophique parce que c'est quand tu sors du repas, la plupart du temps il fait hyper chaud, etc. Donc c'est vraiment un horaire qui est assez fastidieux à la fois pour les joueurs et les supporters. Et finalement, bah non, tu tapes des équipes, alors sans manquer de respect, mais des équipes qui sont finalement pas super intéressantes pour le grand public, on va dire, qui n'est pas spécialement fan de Liga. Par exemple, tu tapes un Celta Alavés à midi, bon, les résultats ont prouvé que ces audiences-là, même si moi personnellement c'est des clubs que j'aime beaucoup, les audiences ont prouvé que ces clubs-là ne sont pas forcément vus en Asie, parce que dans le même temps, à 13h, à 15h, tu as des grosses affiches en Première Ligue qui l'emportent sur ces matchs de Liga qui ne sont pas forcément des grosses affiches. Donc voilà, c'est-à-dire que tu mises sur le duo Barça-Real et ces clubs finalement ne jouent aux horaires réservés pour le marché asiatique, on va dire que très peu. Voilà, donc éventuellement aussi quand il y a de la Ligue des Champions. D'ailleurs, c'est pour ça que le Real Madrid a joué à 13h samedi dernier, mais sinon, c'est très rare de les voir à ces horaires-là. Donc encore une fois, euh, on voit un peu que Tebas est un peu dans son monde. Il avait notamment dit d'ailleurs il y a 2 ans, il y avait un Celta Atlético et un Manchester United face à Manchester City en même temps. Et lui, il pensait vraiment que le Celta Atlético serait plus vu en Chine que le derby mancunien. Voilà. Donc ça place un peu le personnage et ça montre à quel point il vit un peu dans son monde et que ce martèlement de Liga meilleur championnat du monde, il a vraiment fini par y croire. Et alors encore une fois, le reproche dans cette histoire finalement, c'est pas d'aller chercher le marché asiatique, voilà, parce qu'aujourd'hui, euh, le foot et l'argent c'est lié. On est en 2017, foot business, etc. Encore une fois, c'est pas un reproche. Aujourd'hui, si tu veux continuer à voir tes clubs prospérer, tu es obligé de continuer à faire rentrer de l'argent. Et donc là, justement, on va revenir un peu sur le cas Neymar. Alors, il faut savoir qu'en Espagne, le marché de la télévision, du sport à la télé, est très limité. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'abonnés par rapport à l'Angleterre où il y a énormément d'abonnés qui sont abonnés aux chaînes qui diffusent le championnat local. Alors, en Espagne, on a beaucoup de piratage, il y a beaucoup de tradition aussi de voir les matchs dans les bars ou chez des amis. Et voilà, en gros, en Espagne, culturellement, si tu peux t'arranger pour ne pas payer, eh ben, tu t'arranges pour ne pas payer. Et il y a aussi évidemment la composante économique à prendre en compte, qui est aussi très importante, c'est qu'il faut 3 chaînes pour voir l'intégralité de la Liga. Bon, il y en a une qui est en clair, mais ensuite tu as Bein Sport et Movistar qui a fusionné avec Canal il y a peu. Donc ça revient très cher aussi le foot en Espagne. Voilà, donc Tebas, ce qu'il doit faire un peu, c'est de compenser ce déficit au niveau national, le compenser en allant chercher encore plus d'argent à l'étranger. Et de toute façon, finalement, tu sais qu'en Espagne, que Neymar parte ou pas, les gens vont continuer à regarder le Barça. Tu sais que si demain Ronaldo part, les gens vont continuer à regarder le Real Madrid, plus ou moins en tout cas. En revanche, en Asie, quand tu perds un joueur du calibre de Neymar, qui est un joueur qui donne envie aux gens de regarder le foot, donc de payer leur abonnement télé, voire même d'aller au stade, de faire le déplacement jusqu'en Espagne pour aller voir le Barça ou le Real Madrid, là forcément c'est très mauvais pour le business. Voilà, donc il faut vraiment comprendre cette vision internationale qu'a Tebas dans ses propos. Alors petite parenthèse, sur les droits télé, aujourd'hui ils sont à 1,4 milliard d'euros en Espagne, entre 1,4 et 1,5. Donc ce qui est pas mal, même si encore une fois, au niveau de la répartition, c'est assez inégal dans le sens où c'est du 50% qui est réparti de façon égale, 25% en fonction des résultats et 25% en fonction des audiences, de la présence au stade et du nombre d'abonnés. Donc encore une fois, c'est une mise en place, on va dire, qui est faite surtout pour avantager plus ou moins les deux mêmes clubs, quoi. Et les gens, ce qu'ils se disent en Espagne finalement, là on va parler des supporters et pas des dirigeants, c'est que cette augmentation des droits TV, ils ne la sentent pas forcément. Parce que malgré toutes les petites hausses qu'on voit, tous les étés, les gens ils voient leurs meilleurs joueurs partir. Donc, enfin, les meilleurs joueurs des petits clubs, évidemment, je parle pour, on va dire, la majorité des clubs. Ils les voient partir à l'étranger dans des équipes qui sont pas forcément supérieures. Et Tebas, lui, en fait, il donne l'impression de s'en foutre. Voilà, c'est pour ça qu'il est beaucoup critiqué en Espagne. Il donne complètement l'impression de s'en foutre. Et ce qu'il laisse s'entrevoir publiquement, c'est que tant que le Real et le Barça vont bien, les autres clubs, on s'en fout. Alors je caricature un petit peu, mais c'est en tout cas comme ça que les gens le ressentent. Et là, on va encore se pencher sur Neymar. Alors Neymar, contrairement à ce qu'on peut lire, Tebas ne voit pas le départ de Neymar comme une perte sportive énorme. C'est plus au niveau financier. Euh, Dans le sens où la crainte de Tebas, c'est pas de voir le Barça devenir moins bon, c'est pas de voir le PSG dépasser le Barça. La crainte de Tebas, c'est de voir
le PSG devenir plus attractif que le Barça. Donc c'est-à-dire c'est de voir le PSG devenir plus attractif vis-à-vis des fans, des sponsors, des annonceurs que le Barça. Parce que finalement le Barça il peut conserver son niveau, il peut même être meilleur que l'an dernier. On ne sait pas. Sauf que tu perds Neymar. Même si Dembélé il te fait une saison à 20 buts, 15 passes décisives, je dis au hasard, hein, et tu sais très bien qu'il ne sera pas aussi vendeur que Neymar. Et on va prendre l'exemple de l'Atlético. L'Atlético est une équipe qui a eu d'excellents résultats ces dernières saisons. Pourtant, on voit que au niveau international, l'Atlético, niveau marketing, niveau supporter, niveau vente de maillots, c'est quasiment rien. Et à contrario, des équipes comme Manchester United, comme Chelsea, bon peut-être pas Chelsea, mais en tout cas Manchester United qui a été dans le dur ces dernières années, c'est un club qui brasse énormément d'argent, qui continue à être énormément populaire à l'international, etc. Donc voilà, faut bien détacher ce côté sportif et ce côté financier, et c'est surtout ce côté financier qui fait très mal à Tebas. Voilà, donc parce que finalement, j'en avais déjà parlé une fois, euh, la perte de Neymar au Barça, pour moi, elle est moins importante que la perte de Roque Mesa pour Las Palmas, par exemple, qui est parti à Swansea avec un salaire multiplié par je ne sais pas combien. Parce qu'un joueur comme Neymar, quand tu as l'attractivité, quand tu as le potentiel économique du Barça, quand tu reçois 222 millions d'euros, tu peux très bien le remplacer, Neymar. Voilà, c'est un des meilleurs joueurs du monde, c'est sûr, mais t'es pas dans une situation de crise. Alors après, que les dirigeants du Barça allaient bien remplacer ou pas, c'est autre chose. Mais en tout cas, le Barça n'était pas dans une situation catastrophique. Alors qu'au contraire, un mec comme Roque Mesa, surtout que tu as encaissé un chèque assez maigre, il me semble que c'était 12 millions d'euros, pour retrouver un joueur comme ça à ce prix-là, c'est très très compliqué. Donc voilà, tout est une question, euh, on va dire, d'image et de revenu potentiel, et je vais même aller plus loin. Mettons que Neymar, si Neymar était originaire d'un pays où il y a un petit marché foot, on va dire, s'il était, je ne sais pas moi, angolais ou finlandais, s'il n'avait pas tous ses tatouages, s'il n'avait pas toutes ses coiffures, s'il n'était pas aussi présent sur les réseaux sociaux, etc., est-ce que vous pensez que Tebas serait aussi contrarié par sa perte, même si c'est un joueur du même niveau? Personnellement, j'en suis vraiment pas sûr. En tout cas, là, on va passer à l'autre point, au point qui discrédite totalement Tebas. Donc, c'est sa communication, quoi. Donc là, c'est vraiment lamentable. Alors, ce qu'il dit sur le dopage financier du PSG via des sponsors de l'État qatari. Alors, en soi, c'est un argument qui est totalement recevable. Il a peut-être raison. Il a peut-être raison de dénoncer ça. Sauf que le problème, c'est pas ça. C'est pas le fond du problème. C'est la façon dont tu le dis. Tu ne peux pas te permettre de donner des leçons quand le Barça et le Real Madrid ont littéralement pissé, pour reprendre l'expression qu'il avait utilisée il y a quelques jours avec Neymar, ont littéralement pissé sur toutes les règles en vigueur au niveau européen. Alors, petite précision, le coût des dettes du Real Madrid effacé par le roi, il me semble quand même que c'est une bonne légende urbaine. Hein. J'ai pas trouvé trace de documents officiels, ni même de vraies coupures de journaux en parlant. Mais en tout cas, hop, des crédits par-ci par-là pour recruter, pendant que les autres joueurs européens, les autres clubs européens, pardon, n'avaient pas le droit de faire des crédits pour recruter des joueurs, les histoires des terrains rachetés à la hausse par la mairie de Madrid, voilà, etc. Donc si ça, c'est pas de la concurrence déloyale que lui dénonce avec le PSG, voilà quoi. Et encore, c'est pas les pires. Valence et l'Atlético, donc leur situation d'il y a 4-5 ans, avant le contrôle économique dont on parlait tout à l'heure, dans un autre pays, c'était impensable. Valence, c'est comme un club qui a survécu, je précise, grâce à l'argent du gouvernement de la région. Ensuite, le club est passé sous contrôle de Bankia, qui était elle-même une banque qui survivait grâce à un plan de secours de l'Union européenne. Donc voilà où on en est. Et Valence, aujourd'hui, a d'ailleurs remboursé 20 millions d'euros au gouvernement de la région. Enfin, je ne sais pas s'ils l'ont déjà fait, mais en tout cas, c'est dans les tuyaux ces derniers temps. Donc ça, c'est des situations du grand n'importe quoi qu'on ne voit qu'en Espagne. Et Bankia, d'ailleurs, alors bon, qui a financé le transfert de Bale au Real Madrid, donc avec l'argent public européen, comme d'autres banques, comme le Santander, avaient permis l'arrivée de Kaka et Cristiano par le passé. Bon, là, on parle du Real Madrid, mais c'est exactement pareil au Barça, et c'est encore sûrement pire dans d'autres clubs espagnols. Donc voilà. Alors évidemment, Tebas, lui, il n'est pas responsable de ça, il n'était même pas en poste à l'époque. Aujourd'hui, ce genre de pratique n'est plus vraiment possible, les clubs sont plutôt sains. Mais voilà, l'image que tu renvoies, c'est terrible. C'est terrible. Voilà. En fait, le problème de Tebas, il n'est pas vraiment dans le contenu, il est vraiment dans l'image. Et en fait, le problème aussi, c'est que quand Tebas fait ses déclarations sur Neymar, finalement, c'est pas lui vraiment qui se décrédibilise, c'est la Liga qui décrédibilise. Donc, tu décrédibilises ton produit
en passant pour un petit rageux, tout simplement. Voilà, on va faire simple. Et donc, tu renvoies un sentiment d'impuissance, de frustration qui est terrible pour l'image de ton championnat. Et en plus, finalement, le pire, c'est même pas ce que je racontais, c'est que euh, tes propos n'engagent que toi. Parce que Neymar, enfin tes propos, ton attitude n'engage que toi. Parce que Neymar, les supporters du Barça, moi, ceux que je connais en tout cas, alors évidemment, sur le coup, ils avaient un peu la rage, parce que Neymar, c'est un crack, etc., il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, j'ai plus vraiment l'impression qu'ils soient catastrophés. J'ai quand même l'impression qu'ils ont un peu tourné la page. Il faut aussi savoir qu'en Espagne, il n'y a pas cette vision qu'on peut avoir en France du ah, ça c'est une bonne chose pour le championnat, Mbappé va rester au PSG, machin, machin. Non, en Espagne, ça marche pas comme ça. En Espagne, c'est un peu du chacun pour sa gueule. Donc, le supporter du Betis, de Malaga, etc., que Neymar soit au Barça ou au PSG, il s'en fout. Voire, il s'en réjouit même. Il s'en réjouit même. Donc voilà, c'est pour ça que ça me fait un peu ça me fait un peu rire, pardon, quand j'entends des trucs en mode ouais, les Espagnols ont peur du PSG, ils ragent, machin, machin. Non, c'est absolument pas le cas. Il faut savoir aussi que Tebas, bon, ça vous le savez déjà, je pense, c'est quelqu'un qui est unanimement, je précise, détesté par tous les fans de Liga, même ceux du Barça, du Real Madrid. Voilà, on a des chants à son encontre à tous les matchs. Et en même temps, il a tous les dirigeants dans la poche, donc ce qui est aussi symptomatique des problèmes qu'il y a entre, on va dire, les fans et le pouvoir dans le foot espagnol. Mais ça, c'est un autre sujet, on en parlera peut-être à un autre moment. Donc, un autre point aussi sur lequel Tebas se contredit énormément, c'est l'arrivée d'investisseurs étrangers dans le foot, donc dans le foot espagnol en l'occurrence. Euh, alors Tebas, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais avait notamment euh, été l'avocat d'un homme d'affaires russe qui s'appelait Dimitri Peterman, qui avait fait n'importe quoi à Alaves et à Santander, donc qui sont deux clubs qui ont eu énormément de difficultés il y a quoi, il y a une dizaine d'années, donc il avait fait n'importe quoi, gestion catastrophique, il se prenait pour l'entraîneur, etc. Enfin bref, du grand n'importe quoi. Concernant Valence, donc Valence qui a été racheté par Peter Lim il y a quelques années, au début il était un peu sceptique, mais ensuite il a changé d'avis. L'entrée de Wanda, du groupe Wanda dans le capital de Atlético, il les a accueillis les bras ouverts. Pareil pour Rasta Group, donc, qui est un groupe chinois à l'espagnol, bah, il a été très favorable. Donc voilà, encore une fois, c'est peut-être pas pareil que le PSG, dans la mesure où là, ça a toujours été plus ou moins des hommes d'affaires qui ont investi leur argent plutôt qu'un État. Mais voilà, tu ne peux pas parler de concurrence déloyale quand dans le même temps tu invites du capital étranger à venir dans ton pays. Parce que finalement, que ce soit de l'argent d'un État ou d'une entreprise, au niveau de la concurrence purement sportive, finalement, ça revient au même. Ça revient exactement au même. Parce que, on va prendre le cas inverse, par exemple. On va dire, mettons que demain, l'Espagnol lâche 15 millions d'euros sur un joueur qui joue dans un championnat, on va dire, inférieur à la Liga. Donc, sans manquer de respect, qui joue dans le championnat portugais ou roumain, par exemple. Qui ne sont évidemment pas du même niveau, hein, c'est juste pour citer deux pays. Qu'est-ce qu'ils vont dire les Portugais et les Roumains? Que c'est la concurrence déloyale aussi, parce que c'est de l'argent qui n'est pas de l'argent qui est généré par le club. Donc pour moi, voilà, ça revient vraiment au même. Et finalement, voilà, il donne vraiment l'impression de naviguer à vue. Voilà, en gros, il dénonce la situation quand ça l'arrange pas. Quand ça l'arrange, il ferme les yeux, ou au contraire, même, il s'en réjouit. Voilà, donc c'est un peu ça le problème au niveau de la communication. Et finalement, pour conclure cette vidéo, voilà, on va résumer. C'est évident que finalement, ce qui gêne Tebas dans cette histoire de Neymar, c'est de voir de nouveaux clubs qui vont prendre même une part du gâteau. Voilà. Parce qu'en caricaturant, si finalement en Chine, ils se mettent à regarder le PSG, ça fait indirectement une part d'audience qui peut être inférieure pour la Liga. Et donc forcément, ça fait moins d'argent pour la Liga. Parce que Tebas, encore une fois, je répète, il n'est pas vraiment dans un raisonnement, ouais, on a peur que le PSG gagne la Ligue des Champions, machin, machin. Non, lui, c'est vraiment euh, un raisonnement qui est motivé par les droits TV et donc par l'aspect financier. Parce qu'aujourd'hui, le PSG avec Neymar, Mbappé, bon, Mbappé, c'est pas pareil parce que c'est pas non plus une star médiatique internationale, mais avec Neymar, il sait très bien que le PSG peut gagner énormément d'argent à l'international et plus particulièrement sur le continent asiatique. Et c'est surtout ça qui le tracasse. Et c'est très bien que le Barça aujourd'hui, avec un mec comme Neymar qui n'est plus là, au contraire, perd en attractivité au niveau de l'international et encore une fois plus précisément du continent asiatique.
Donc voilà, j'espère avoir été plutôt clair dans cette vidéo qui était d'ailleurs très longue. Mais voilà, je me suis dit que c'était peut-être plus simple de le faire en vidéo que d'écrire un long pavé sur le site. J'espère que je ne me suis pas perdu dans mes explications. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On va envoyer de nouvelles vidéos dans les jours et dans les semaines à venir. Allez regarder déjà les podcasts qu'on a mis sur la chaîne. Allez checker le site aussi. On a pas mal d'articles très intéressants en ce moment. Et voilà, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve très bientôt. Salut!